Nous, on est parti à rebours de la communication précédente. Ça va être une enquête qui part ras le terrain et où on a fait remonter des résultats sur le genre. Donc je commence. Donc, dans le cadre de la campagne de prévention contre le cancer du col de l'utérus, une vaccination contre certaines formes du virus du papillome humain, donc HPV, est accessible en France, donc, comme Armelle l'a dit, depuis 2007, pour les jeunes filles. Il y a eu des évolutions importantes des recommandations du comité technique des vaccinations depuis 2007 concernant l'âge et le fait ou non d'avoir eu des relations sexuelles. On ne va pas détailler, mais on pourra revenir dans les questions à ce propos. Mais on peut toujours observer jusqu'à présent un faible taux de couverture vaccinale, malgré donc des modifications qui visaient à l'étendre, ainsi que les récentes polémiques autour de son efficacité ou sa dangerosité. Et tout ça, ça a participé à une remise en question médiatisée de ce vaccin. Le vaccin reste recommandé dans le discours de santé publique pour, citons donc le Haut Conseil de la santé publique, la protection des jeunes filles et l'induction d'une immunité de groupe. Ce même conseil valorise d'ailleurs donc l'idée d'une vaccination massive dans les écoles, ce qui n'a pas été adopté cependant. Donc l'étude de la réception de ce vaccin par la population s'est imposée et le travail présenté ici, donc financé par l'INCa, s'est centré sur l'analyse des positions des jeunes filles et des mères. Les objectifs de cette enquête, donc qualitative et exploratoire, c'était d'explorer à la fois leur représentation sur la vaccination HPV, sur les infections sexuellement transmissibles, sur la vaccination en général, et plus globalement encore sur la santé ainsi que la sexualité des jeunes filles, d'une part, et d'autre part, leurs pratiques de santé sexuelle, notamment donc de recours au vaccin, ainsi qu'aux actes gynécologiques comme le suivi gynéco, dont le frottis qui reste essentiel même après la vaccination. De manière sous-jacente, on cherchait à saisir comment tout cela, à la fois pratique et représentation, pouvait être influencé par des facteurs sociaux, individuels et contextuels, et si la vaccination HPV ne pouvait pas contribuer à des inégalités sociales de santé directes, donc la couverture vaccinale, et indirectes, les connaissances sur la nécessité d'un dépistage ultérieur. Alors un point en méthodologie rapide, on pourra revenir aussi là-dessus pendant la question. Au total, 51 femmes ont été rencontrées, 37 entretiens de récits pratiques réalisés, dont 36 filles et 15 mères, et 9 entretiens plus courts avec des filles. On a veillé à diversifier au maximum notre population, vaccinés ou non, familles assez récemment immigrées et précaires économiquement à familles très favorisées. On a également cherché à interroger des pères, notamment donc des pères en charge de leurs filles, mais ça n'a pas été concluant et on pourra y revenir là aussi. Donc aujourd'hui, la présentation va avoir pour but d'exposer les principaux freins à la vaccination anti-HPV, des freins liés au genre et qui produisent des inégalités. On ne va pas s'attarder particulièrement sur un premier obstacle souvent abordé, qui est le fait que ce dispositif même soit un vaccin. On a pu en effet sentir des résistances vis-à-vis des vaccins chez de nombreux enquêtés, et ce, quel que soit le milieu social, socio-économique. Alors là, pêle-mêle, donc 3 types de représentations empêchent cette vaccination. Des arguments politiques, culturels, en lien ou non avec la religion, et anti-allopathie ont été avancés. Donc là, aujourd'hui, on va présenter donc, ce qui, dans les discours, est ressorti comme des freins, donc 2 freins à la vaccination anti-HPV liés au genre, le fait que ça touche à l'intimité féminine, et le fait qu'on observe une exclusion, auto-exclusion de certaines femmes, suivant que le vaccin est corrélé ou non dans leur représentation à un cancer ou à une IST. Du coup, le premier frein dont je parlerai ici est le fait que ce vaccin contre le HPV n'est pas un vaccin donc, comme les autres, et ce du fait de son objectif principal, en tout cas celui qui est affiché dans les discours de santé publique, qui est donc de lutter contre un cancer spécifiquement féminin. La question de ce vaccin amplifie, ou du moins met en lumière, des rôles socio-genrés, notamment relatifs à la répartition du care. Donc un premier résultat peu original mais massif, les mères restent les interlocutrices privilégiées pour ce qui concerne la santé et les conduites sexuelles.
On repère donc des rôles différenciés entre père et mère dans la gestion de la santé des enfants, filles et garçons. Et lorsqu'elle existe, l'implication du père s'atténue avec l'âge des enfants, surtout pour les filles. La santé de la jeune fille, de façon générale et a fortiori la santé sexuelle, lorsqu'elle est abordée, elle est donc toujours par la mère. Comme nous l'ont dit certaines d'entre elles d'ailleurs dans les entretiens, l'idée avancée est qu'il est plus simple d'expliquer les choses quand on l'a vécu dans son propre corps. Certaines autres mères, lorsqu'on les interroge, se rendent compte que leurs fils n'ont d'ailleurs probablement eu aucune conversation relative à la santé sexuelle, donc ni avec leur père, ni avec elles-mêmes. Lorsqu'elles parlent de l'usage des préservatifs, de la masturbation, etc., Geneviève, par exemple, nous dit que pour les garçons, c'était leur père qui devait s'en charger, mais à en parler aujourd'hui, je me dis qu'il n'a pas dû le faire. Cela, donc, a posteriori, lui paraît regrettable. Mais c'est apparemment quand même parfois elle, donc la mère, qui l'aborde avec les garçons. De plus, l'éducation et les mesures de prévention de santé sexuelle sont régulièrement liées, voire même subordonnées aux questions de contraception. Comme les questions d'IST, les questions de contraception, grossesse sont placées en priorité du côté des filles. Derrière cela, c'est la retenue sexuelle des filles qui reste d'actualité, donc que ce soit pour des questions, pour des raisons morales ou prosaïques. Idem, là encore, ce sont des résultats peu innovants en tant que tels, mais qui perdurent. Donc on en a déjà parlé, enfin d'autres personnes en ont parlé hier, sur cet aspect de responsabilité contraceptive qui était donc majoritairement, voire exclusivement en ce qui concerne la France, du côté des filles. Par ailleurs, cette répartition genrée inégale des rôles familiaux se retrouve dans le spot de prévention télévisé qui avait été diffusé il y a quelques années, donc pour promouvoir ce vaccin, et qui ne présente que des mères et ne s'adresse qu'aux filles. Donc ça pose en plus la question de l'exclusion des jeunes filles qui vivent au sein de familles dont la composition en fait diffère de ce modèle, et je pense notamment aux familles monoparentales ou homoparentales, où les filles ne vivent qu'avec des pères. Donc deuxièmement, la responsabilité des filles et des mères, et non pas des pères et des garçons, via les discours de santé publique et ceux des acteurs médicaux. Donc le genre a en effet structuré les messages, les actions de santé publique et leurs répercussions. On voit que les garçons sont un impensé complet comme victimes et comme transmetteurs. Malgré le fait que les hommes participent à la transmission de ce virus et sont par ailleurs concernés par d'autres cancers liés au HPV, ils sont absents à la fois dans les campagnes de prévention et dans le discours des enquêtés. Il existe quand même des pays dans lesquels le vaccin est recommandé pour les jeunes hommes, mais donc pas en France. Une représentation récurrente est que c'est donc une infection qui ne toucherait que les femmes. C'est un cancer féminin, une infection féminine. Outre l'absence d'obligation, donc c'est pas un vaccin obligatoire, enfin obligatoire au sens des vaccins de la petite enfance qui sont obligatoires, le fait qu'il n'y ait que les filles qui soient incitées à se faire vacciner pose également la question de la possibilité donc d'une immunité de groupe. Dernier point que je développerai, c'est la méconnaissance de leur corps par les adolescentes et les jeunes femmes que nous avons interrogées, le caractère tabou de l'intimité féminine, donc en société, mais aussi souvent même au sein de la sphère privée. Ce caractère tabou permet de comprendre leur forte méconnaissance de leur propre anatomie, mais aussi des pratiques médicales dont elles font l'objet. Elles font ou elles sont l'objet. Nombre d'entre elles ne savent absolument pas ce que fait le ou la gynécologue qu'elles consultent, à quoi servent les frottis qui peuvent éventuellement être réalisés, ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, dans les entretiens, il est ressorti que, en plus de cette méconnaissance, la gêne ressentie face à ces questions les empêche bien souvent de formuler des questions aux professionnels de santé ou à leurs proches. Cette méconnaissance de leur corps s'ajoute donc à la mauvaise connaissance des moyens de le protéger. Et par exemple, il y a plusieurs jeunes filles qui nous ont parlé de préservatifs, de pilules contraceptives plutôt que de préservatifs comme moyen de se protéger des IST. Voilà. Donc une proportion importante des jeunes filles, au moins celles qu'on a interrogées, sont donc très peu informées sur leur corps sexué. La question de l'appropriation de ce type de savoir sur soi n'est peut-être pas sexuée, mais il est tout de même tentant de faire des liens avec le fait que le fonctionnement du corps, du sexe féminin et de la sexualité féminine reste davantage dans l'ombre. Donc, autre fin, en plus de la question de l'intimité féminine abordée par Cécile, est celui du lien qui est fait ou non entre ce vaccin et une infection sexuellement transmissible.
Donc, pour rappel, le vaccin anti-HPV était recommandé aux jeunes filles n'ayant jamais eu de rapport sexuel ou dans l'année qui suivait le début de leur vie sexuelle. A priori, le lien à la sexualité va être de moins en moins mentionné par la population puisqu'il n'y a plus mention de vie sexuelle dans les recommandations et qu'ils vont abaisser l'âge de la vaccination. Donc ici, nous verrons que le lien entre ce vaccin IST, donc vaccin et sexualité, n'est pas toujours évident. Pour certaines femmes, le lien n'est pas fait, n'est pas établi tout simplement. Pour d'autres, c'est justement parce que ce lien est fait et qu'il n'est pas facile de parler sexualité que cela constitue un frein à la vaccination. Toutefois, nous le verrons, le lien vaccin et sexualité peut aussi permettre la vaccination et ne constituer en rien un frein. Donc tout d'abord, chez celles qui font le lien entre ce vaccin anti-HPV et sexualité. Dans de nombreuses familles, nous l'avons vu, le sujet de l'intimité féminine est difficile, voire impossible à aborder. Pour des raisons culturelles et ou religieuses, de pudeur, le sujet de la sexualité a fortiori féminine l'est d'autant plus. Dans le cas où les personnes interrogées font le lien entre le vaccin et une IST, un des freins à la vaccination et même à la simple évocation de ce vaccin est précisément le fait que celui protège d'une infection sexuellement transmissible. C'est même le cas des familles qui affichent une liberté de parole, une certaine décontraction par rapport à la sexualité. L'impossibilité ou l'interdiction d'évoquer une possible vie sexuelle des jeunes filles en famille a plusieurs fois été mentionnée au cours de l'enquête comme un facteur important de refus ou de mise à distance du vaccin anti-HPV, et c'est important, quel que soit le milieu socio-économique. Nous voudrions apporter tout de même une nuance sur cet aspect de rejet du vaccin lorsque le lien à la sexualité est fait. Dans l'enquête, nous avons pu voir que sexualité interdite avant mariage et vaccination n'était pas toujours incompatible. Nous avons en effet rencontré une famille refusant elle aussi les rapports sexuels en dehors du mariage. C'était une famille sri-lankaise, donc confession, ils étaient hindous, pour qui cette absence de sexualité hors mariage était tellement intégrée dans les pratiques et les valeurs, aussi bien du côté des parents que de la fille, que le vaccin ne représentait alors aucun problème. Les parents considéraient que la possibilité que leur fille ait des rapports sexuels avant son mariage était nulle et que seule sa santé entrait en ligne de compte dans le choix de la vaccination. Donc la jeune fille de 20 ans vaccinée contre le HPV nous raconte le médecin a dit qu'il fallait le faire à 14 ans tant qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel. Mes parents savent que je suis vierge, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tabou par rapport à ça, mais ils savent que quand je sortirai avec quelqu'un, ça sera pour me marier avec. Donc maintenant, chez celles qui ne font pas le lien entre ce vaccin et une IST, et qui le voient donc, ce vaccin, comme un vaccin contre le cancer. La première idée que je voudrais avancer est que pour ces enquêtés-là, ce qu'on a pu observer, c'est que le cancer du col de l'utérus, sauf en cas d'événement marquant dans la famille ou dans l'entourage, n'est pas une préoccupation majeure pour elles. Alors pourquoi ? Quand on a entre 14 et 23 ans, on ne s'imagine pas avec un cancer du col de l'utérus. Les jeunes filles, dans l'enquête, se souciaient plus de leur contraception. D'ailleurs, même les mères imaginent peu que leur fille puisse avoir un cancer du col. Par contre, ce qui revient souvent comme cancer féminin dans les entretiens, c'est le cancer du sein, qui lui préoccupe même précocement. En tout cas, c'est tellement peu apparu comme une préoccupation majeure que lorsqu'elles font un frottis et qu'elles se demandent, et donc ça c'est pas automatique, qu'elles se demandent à quoi ça sert, elles se préoccupent alors surtout des IST et elles n'imaginent pas que l'on puisse y rechercher des cellules précancéreuses. Okay. La deuxième idée est que l'histoire cancéreuse familiale nous paraît important à interroger. On a pu voir que d'une part, la présence de cas de cancer dans la famille tend à favoriser la vaccination, mais d'autre part, nous avons parallèlement observé que l'absence de cancer dans l'histoire familiale semblait décourager cette vaccination pour certaines. Plusieurs jeunes filles ont en effet mentionné le fait qu'il n'y avait jamais eu de cas de cancer dans leur famille pour justifier le fait qu'elles n'étaient pas vaccinées, se sentant ainsi quelque peu à l'abri de ce risque. Je cite rapidement Elisabeth, qui décrit cette perception. Il n'y a pas de cancer héréditaire dans ma famille, je fume, je prends la pilule, je fais un melting pot de trucs, je me dis que si j'en ai un, c'est pas de bol, mais en sachant que dans la famille, on a tous fait un peu n'importe quoi, mais que ça se passe bien, enfin voilà, ça me ferait chier, mais je suis pas inquiète. Donc cette perception d'une hérédité, du risque de cancer est à creuser, car elle peut engendrer une auto-exclusion des jeunes filles. Donc, pour conclure très rapidement,
Donc on veut rappeler brièvement tout d'abord qu'on a vu qu'il y avait des inégalités à la fois filles-garçons d'une part, mais d'autre part, au sein du groupe des filles, il y a une forte hétérogénéité, qu'on voit des tendances, mais que la culture et la religion peuvent par exemple être un frein ou ne pas avoir de rôle, l'histoire familiale idem, que finalement tout cela s'imbrique, touche à plein de sujets comme l'intimité féminine, le rapport enfant-parent, etc. Et donc ça produit des effets complexes. Donc il était intéressant de faire une étude qualitative. Il est apparu que ce n'est pas juste une histoire de milieu socio-économique, c'est bien plus complexe, et qu'on observe une pluralité de facteurs explicatifs du recours. Et cette complexité invalide l'hypothèse d'un effet simple des variables, par exemple, de type économique. Ce qu'on veut pour finir, c'est bien une enquête qualitative qui visait un panel le plus diversifié possible pour comprendre les pratiques, les représentations et les facteurs de décision à la vaccination. Et là, on ne nie pas les inégalités dans l'accès aux soins et puis bien sûr à l'information relative à la santé. Et de ce point de vue-là, le Conti apportera probablement plus de données. Mais sur ce point, il faut insister sur le fait qu'il est extrêmement probable que le fait qu'il n'y ait plus de campagne télévisée va accentuer les inégalités dans l'accès à l'information sur ce vaccin. Nous vous remercions de votre attention. Voilà.